Analysons le tirage, excusez-moi les gars, mais par le prisme des clubs français, évidemment, parce que il faut voir qui va jouer contre les clubs français, et vous êtes tous, bien sûr, concernés. Donc, le PSG accueillera le Bayern, Tottenham, l'Atalanta Bergame et Newcastle, et ira à Barcelone, à Leverkusen, au Sporting Portugal et à Bilbao. Marseille accueillera Liverpool, l'Ajax, l'Atalanta Bergame également et Newcastle également. Et Marseille ira au Real Madrid, à Bruges, au Sporting Portugal aussi, et à la Saint-Gilloise. Quant à Monaco, Monaco accueillera Manchester City, la Juve, Tottenham et Galatasaray, et ira à Bodo Glimt, à Paphos, à Bruges et au Real. Voilà, remarquez que il y a des clubs qui reviennent régulièrement. Tottenham jouera 2 fois les clubs français, le Real aussi. Mais c'est marrant, est-ce que arithmétiquement c'était probable que le PSG et l'OM jouent 3 adversaires en commun? Enfin, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est vraisemblablement oui. Écoute, c'est comme ça. Polo Desmarons, alors PSG Bayern PSG, j'ai l'impression que sur les 10 dernières années, c'est devenu une sorte de feuilleton. Quoi. Là, en l'occurrence, le dernier, tu l'as en tête, mais c'est au Mondial des clubs. En plus, il y a ça. Ouais. En plus, il y a le Mondial des clubs. Bon. Parce que l'année dernière, ils ne se sont pas joués. Donc, tu auras une double confrontation pareille, parce que tu as Leverkusen aussi. En poule, ils y étaient. Tu sais, le PSG perd 1-0. Bien sûr, le but de la tête de Kim. Ouais, bien sûr. Avec Safonov dans les buts. Ouais. Poula, oui. Ouais, la première chose à dire, c'est que le tirage du PSG pour un chapeau 1 et un tenant du titre, c'est pas évident. Non, en effet. Ce qui rappelle ce qui se passe pour certains tirages, c'est-à-dire qu'ils sont un peu incompréhensibles, la difficulté des tirages par rapport à d'autres, ou, comme vous venez de le dire, de rencontrer par exemple 2 équipes d'un même pays, y compris les petits pays. Tout ça fait que j'avais discuté l'année dernière avec des personnes qui bossaient à l'UEFA qui étaient bien conscients qu'il y avait peut-être dans les tirages des choses à améliorer, mais il y a tellement de contraintes, et notamment les contraintes des TV, etc., des pays qu'on ne peut pas rencontrer, que finalement le tirage est plus ou moins orienté déjà, et chaque année on risque de rencontrer en fait les mêmes équipes. Donc moi ça ne me surprend pas. Ça c'est une limite de la formule quand même. Pardon ? C'est une limite de la formule. Sans parler de quelque la chose limite que de la je viens formule de faire involontairement en me demandant de candidater le Bayern, c'est les matchs de poule. En fait, on fait de la compta. Polo faisait ça bien l'année dernière quand c'était la première fois et qui disait en gros pour te qualifier c'est 10-11 pour être machin. L'an dernier c'était 11. En gros les matchs de poule on les oublie hyper vite. Les matchs de poule, on les oublie vite. Si tu as une équipe en tête qui est la tienne, tu vas peut-être te souvenir de tous les matchs. Mais sinon, les matchs de poule, ils ne marquent pas les esprits. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste, il faut que tu engranges un certain nombre de points pour passer. Et puis voilà. Alors, et Polo a raison, parce que là, le PSG va jouer 2 clubs allemands, 2 clubs anglais. Mais c'est un peu la limite, mais en fait, c'est pas la limite du tirage. C'est la limite des contraintes. C'est-à-dire, c'est la limite que certains pays veulent que 2 clubs bien connus ne jouent pas le même jour à la même heure parce que l'audience est ceci, parce que le problème c'est que plus tu ajoutes les contraintes, plus tu ajoutes les contraintes que ça joue pas le même soir. Plus tu ajoutes les contraintes, plus à la fin tu as un tirage qui est dirigé, donc c'est pas bien compliqué. À la rigueur, ce serait plus intéressant peut-être de faire un tirage intégral pour voir ce que ça donnerait. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, ils étaient parfaitement conscients des limites du tirage l'année dernière et qu'il y avait certains tirages qui étaient extrêmement délicats. Je vais pas revenir à ce qui s'est passé à Leipzig l'année dernière, mais sur le tirage du PSG, si le PSG finit dans le top 8, va falloir s'accrocher quand même. Ils ont pas, ça a l'air de rien. C'est pas facile le tirage du PSG. Moi, j'ai rarement vu. Il est plus dur que l'an dernier. En fait, tu as assez peu d'avantages et de protection quand tu es chapeau 1. Exactement. C'est ça peut-être qu'il faut revoir avec cette formule. Et déjà l'année dernière c'était le cas. C'est tout le but de la formule. Tu vas vraiment avoir des matchs en bois. Il y a des chocs entre les chapeaux 1. Tu veux les protéger encore plus. Non, mais attention, je dis pas des chocs entre chapeaux 1, mais je trouve qu'ils ont pris les pires possibles des chapeaux 4 mais ça et 3. Arrivé, mais avant ça arrivait. Regarde, ça fait 3 ans de suite que ça arrive. Ce qu'on aime, moi je réclame l'intégrale, on le sait dans un jingle parce que je pense que c'est bien. On a compris maintenant pour des raisons de business, c'est pas possible. Les 2 clubs du même pays, non, il faut pas qu'ils se rencontrent. Les trucs, c'est pas possible. Ok. Et dans ce cadre-là, tu arrives à avoir, comme le dit Polo, ce groupe-là pour le PSG. Moi, je dis bravo. Parce que ce que je reprochais parfois, y compris sur l'ancienne formule, avec on déclinait 1, 2, 3, 4 très facilement. Tu savais que les chapeaux 3 et 4 avaient quand même souvent la possibilité de t'en sortir. Là, tu brasses quelque part un petit peu plus, malgré les contraintes, et tu as quand même un groupe un peu difficile, et une difficulté d'être dans les 8. Donc moi, je trouve que là, pour le coup, cette formule, ça la réhabilite par rapport à l'ancienne. Faudrait-il encore que ce soit pour tous les clubs ?
Ah oui, t'as raison. Le problème, il est là. Parce que tu regardes par exemple le tirage de Barcelone cet après-midi et celui du PSG. Tu dis, ah ouais, quand même, là, il y a un gros écart. Ouais, moi, je trouve qu'il y a même des chapeaux 3 qui ont un meilleur tirage que le PSG chapeau 1. Je dis juste que ça. Mais l'année dernière, on avait vu. Mais ça a toujours été le cas, même quand c'était des groupes classiques. Des fois, tu avais un groupe facile alors que tu étais chapeau 2 ou 3. Ça a toujours été le cas, peu importe les tirages et peu importe la formule qu'on avait. Oui, c'est vrai, mais comme là, on est en train de découvrir cette formule, je me dis, ça fait déjà 2 ans que ça arrive à certains clubs de chapeau 1. C'est peut-être une faille dans le fonctionnement général, même si ça arrivait avant. Parce qu'il y a des contraintes liées au pays qu'on ne veut pas rencontrer, parce que c'est-à-dire que si on faisait ce type de contraintes, si on enlevait ces types de contraintes, notamment les télés qui enquiquinent, l'exemple espagnol est le plus connu, c'est-à-dire qu'ils veulent surtout pas que le Barça et le Real jouent le même jour à la même heure. Donc, et ça pose d'autres questions. Ça pose dans le tirage, ça pose d'autres contraintes pour les autres pays. L'oseille qu'il lâche pour diffuser les matchs, il manquerait plus. Non, mais là où tu as raison, Polo, c'est que le critère, par exemple, de pas plus de 2 clubs par pays, fait que les Anglais auront de fait un tirage. Ils n'auront pas d'Anglais dans leur groupe. Sachant qu'il y en a 6, ce sera forcément pour les autres clubs. Donc Paris a plus de chances d'avoir des Anglais en chapeau 4, chapeau 3. C'est ça qui fait aussi que le Paris Saint-Germain a explosé, parce que le Paris Saint-Germain n'évite pas, entre guillemets, un gros, sans manquer de respect à Marseille ou Monaco. Mais déjà, si t'es le Barça, tu peux pas jouer le Real, par exemple. Après, l'une des vertus de ce tirage, de cette formule, je veux dire, et on le voit encore là, c'est le fait d'avoir arrêté les allers-retours avec les mêmes clubs et d'avoir 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur différents avec une variété d'adversaires. Parce que là, l'intérêt, effectivement, tu vois à la fois le Bayern, Tottenham, l'Atalanta, Barça, Bayer Leverkusen, Sporting Portugal. Tu te dis, c'était impossible avant et autant de matchs, autant d'adversaires intéressants. J'ai juste un dernier bémol à mettre aussi, c'est sur l'ordre des matchs qui est en train de se décider maintenant. Parce que là, tu as donné la liste des adversaires, mais on n'a pas l'ordre des matchs qui va être décidé. Pour moi, c'est un élément très important. Et donc, ça va être décidé de façon plus ou moins arbitraire, en fait, dans les 2 jours qui viennent. Là, c'est les télés. Et ça, les télés, à la limite, tu me dis qu'ils décident entre le mardi et le mercredi en fonction des diffusions, ok. Mais pourquoi tes matchs faciles seraient au début ou à la fin? Sur quoi ça repose? Ça, pour moi, c'est pas assez clair. Dans un instant, on va faire le tour d'Europe, bien sûr, des tirages. Vous nous direz comment tout cela a été accueilli chez vous. Et on rentrera dans les détails, par exemple, de la puissance cette année de Leverkusen, de l'Atalanta Bergame et des autres qui vous concernent, messieurs. Et puis Julien Laurence nous rejoindra dans quelques minutes. A tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 22h49, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour, Daniel Riello, plus les drôles de dames qui sont là pour analyser ensemble le tirage au sort de la Ligue des Champions. Après 23h, on se concentrera sur la réaction franco-française, parce qu'il y a de l'actu dans l'actu, puisque par exemple, Longoria parlait de Rabiot, enfin bref, il y a pas mal de choses à analyser. Nasser El-Khelaifi, lui, a fait une sortie sans doute calculée sur l'état des clubs français, les droits télé, donc on parlera de tout ça tout à l'heure. Mais restons d'abord sur les calendriers en fait, et les adversaires de nos clubs. Daniele, toi, l'autre jour tu nous disais que tu voyais bien une belle saison de la Juve qui va affronter Monaco, mais là on aura une double confrontation donc entre l'Atalanta et les clubs français. L'Atalanta ira à Marseille et ira au PSG. Bon, l'Atalanta il a perdu son coach emblématique et tout, c'est peut-être plus l'Atalanta aussi rayonnante qu'on a connue quand elle a gagné l'Europa League. On ne le sait pas encore, non, c'est sûrement pas la même équipe, on va voir. Juric, il vient de 2 saisons très difficiles, mais c'est en même temps l'entraîneur le plus en ligne, on va dire, avec les idées de Gasperini. L'équipe, elle est bonne, c'est-à-dire ils ont beaucoup de qualités offensives. Après, je pense que surtout, ils sont partis de deuxième poule. Ils ont eu un tirage au sort pas très très simple parce que Chelsea à la maison, Paris, Marseille, Bilbao à la maison, et Francfort à l'extérieur, c'est pas très simple. Mais l'Atalanta, en fait, elle est vraiment... On ne sait pas du tout. Elle peut faire une très belle Champions League. Elle peut faire des points avec tout le monde. Peut-être Chelsea, c'est sur un autre niveau, et Paris aussi. Mais bon, les restes des équipes, elle peut les prendre. Mais est-ce que c'est pas d'ailleurs dans ce fameux tirage compliqué pour le PSG, un peu le cas du Bayer Leverkusen aussi. C'est-à-dire que tu as certes l'Atalanta et le Bayer sur le papier, mais tu n'as pas l'Atalanta et le Bayer à leur prime d'il y a 1 ou 2 ans.
Donc c'est vrai que pour le PSG, c'est pas tout à fait. Enfin, tu vois, évidemment, on l'analyse en disant ils ont que des équipes effectivement qui claquent, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Ce que vient de dire Daniel, l'Atalanta, on n'a pas d'infos. C'est pas parce que Gasperini est parti que l'équipe, elle n'a pas énormément bougé. Les joueurs de qualité sont restés. Lookman est toujours là. Et Lookman est toujours là. Et l'entraîneur a changé. Et cet entraîneur-là, qui n'est pas une star très connue en France, mais c'est un mec qui a des idées de jeu offensif. En fait, on ne sait pas bien comment l'Atalanta va digérer Gasperini. Ça vient à peine de démarrer. On n'a pas d'infos là-dessus. Donc on ne peut pas savoir. On ne peut pas dire ils étaient à leur prime. Leverkusen, c'est différent parce qu'au-delà de l'entraîneur qui est parti, tu as la star qui est partie. Enfin, tu as une moitié d'équipe des champions d'Allemagne qui n'est plus là. Donc là, légitimement, tu veux dire ils ne sont pas à leur prime. Leverkusen, tu veux en dire un mot pour l'eau? Ten Hag s'est planté dans les grandes largeurs lors de sa première journée de Bundesliga. Ce qui m'a beaucoup déplu, ce n'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui sont partis, parce que finalement il y avait 3 nouveaux ce week-end contre Hoffenheim sur le 11 de départ, mais c'est surtout que c'est une équipe qui est encore en vacances, et il y avait, je ne sais plus, 6 km d'écart entre Leverkusen et Hoffenheim, ce qui est énorme à ce niveau-là, et il n'y a pas eu de sentiment de révolte et de rébellion lorsqu'ils ont été menés au score, et j'ai peur que ce soit un peu plus grave que juste une défaite comme ça pour Leverkusen, qui, encore une fois, il va falloir, ce que j'ai dit lundi, c'était très bien le doublé avec Xabi Alonso, mais c'était exceptionnel, et donc il va falloir revenir à un Leverkusen habituel qui doit se qualifier pour une Coupe d'Europe, que ce soit l'Europa League ou la Ligue des Champions, et donc oublier tout ce qui s'est passé, ce qui va être peut-être un petit peu difficile pour certaines personnes qui ont apprécié cette équipe. Alors, il y en a un qui va se régaler, qui a totalement justifié lors de ce tirage au sort le fait d'être parti s'installer à Madrid. C'est Edgar Groslo qui va donc accueillir. C'est toujours la même histoire avec lui, c'est jackpot à tous les coups. Qui va accueillir chez lui tranquillement Marseille et Monaco. Voilà. Et Monaco. Et 2 autres matchs en Espagne en plus, avec le déplacement du PSG à Bilbao et le déplacement du PSG à Barcelone. Faut savoir qu'aucun club français dans son histoire n'a gagné en Ligue des Champions au Bernabéu. Donc c'est une sacrée tâche pour Monaco et pour Marseille. Le PSG l'avait fait, mais c'était en Coupe des Coupes. Monaco, dans sa grande épopée 2004, c'était qualifié face au Real. Oui, ils s'étaient qualifiés effectivement, mais ils avaient perdu au Bernabéu. Ils s'étaient qualifiés effectivement. Non, mais 4-2 au Bernabéu et 3-1 à Louis II. Exactement. Et en Espagne, on voit quand même ces affiches-là comme des affiches prestigieuses, mine de rien, parce que chapeau 3, chapeau 4, tirer Marseille et Monaco, c'est pas non plus cadeau. Et en fait, il n'y a que des affiches prestigieuses quasiment pour le Real Madrid, Liverpool, City, Benfica, Juventus. Ça va être des vrais tests. Des vrais tests pour Xabi Alonso. Le Barça, pardon, je reviens au Barça. Ils joueront au Camp Nou ou pas la Ligue des Champions? C'est la grande question. Alors eux, ils ont demandé à l'UEFA de ne pas jouer la première journée à domicile pour leur donner un petit peu plus de temps. Le plan initial, c'est de reprendre au Camp Nou le 14 septembre, face à Valence. Il est de plus en plus compromis ce plan. La mairie de Barcelone notamment envisage toujours la possibilité que le Barça puisse jouer plusieurs mois encore à Montjuïc. Donc c'est vraiment une course contre la montre. Et si Camp Nou il y a dès le début de cette Ligue des Champions, ce sera environ 25 000 personnes. C'est-à-dire il va y avoir des jauges progressives. Donc pour le Barça, comme pour le Real, mais pour d'autres raisons, je pense que la question du calendrier va être très importante parce que déjà tu sais en fonction du moment où tu les joues, tu peux les jouer dans un Camp Nou beaucoup plus avancé, tu peux les jouer à Montjuïc éventuellement, donc ça peut changer des sauges, comme pour le Real Madrid. Si tu joues le Real Madrid, vaut mieux les prendre maintenant, je pense, dans les premières semaines de Xabi Alonso, qu'au mois de janvier, ils auront beaucoup plus de cohérence peut-être dans leur jeu et d'idées assez claires. Voilà, si je suis supporter marseillais ou monégasque, j'ai envie de jouer le Real dans 2 semaines et pas en janvier, ça c'est sûr. Est-ce que M. Aitekin arbitrera Barcelone-PSG? Mais non, Ziad Takedine, il est plus arbitre, il a arrêté. Il arrête à la fin de la saison. Il n'a pas déjà arrêté. Je crois qu'il a déjà arrêté. Mais il y en a déjà eu un de Barça-PSG depuis quand même. Et Bilbao-PSG, c'est déjà arrivé? Bilbao-PSG, c'est arrivé 2 fois en Europa League. En Europa League, exactement. 2011-2012, c'était la première année de la Russie au Paris Saint-Germain. En plus, le pire, c'est que j'y étais moi à l'époque, j'étais reporter, et on avait emmené Luis pour ce match qui se baladait dans Bilbao. Je vous dis pas, c'était l'émeute. Ah oui, m'étonne pas. Et il y a un ancien joueur du Paris Saint-Germain à Bilbao, si vous l'avez. Berchiche. Ouais, exactement. Et ça vaut quoi Bilbao là?
Exactement. Bilbao, franchement, ça va pas être une équipe très simple à jouer, surtout à Saint-Mamès. C'est une équipe qui défend très bien. Stade magnifique. Toujours Nico Williams qui est resté, qui a prolongé et surtout qui a fait des belles choses, notamment sur la première journée et surtout qu'on attend au tournant sur cette saison de Coupe du Monde. On attend toujours sa saison. Vraiment, il va exploser. Évidemment, il a déjà quelque part explosé, mais c'est pas encore une star internationale au niveau où on l'attend par rapport à son talent, notamment au niveau des statistiques, parce que c'est un joueur qui, je pense, ne prend pas assez sa chance et qui ne marque pas assez. Mais il y a vraiment une équipe solide à tous les niveaux. Unai Simon dans les cages, tu as des joueurs expérimentés un petit peu partout, tu as des individualités qui peuvent te sortir un exploit. Tu mélanges tout ça devant un public en feu. Face au Paris Saint-Germain, ça va être quand même un honneur incroyable pour eux de jouer le PSG, Arsenal à domicile, alors que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été en Ligue des Champions. Ça va être vraiment un rendez-vous important pour eux et donc en tout cas ça ne va pas être une partie de plaisir, je pense, pour les équipes qui vont se déplacer là-bas. Dans un instant, les clubs anglais et les réactions françaises à ce tirage, et puis vous nous direz dans vos pays respectifs, vous nous parlerez aussi des autres clubs, parce que avec les Bordelais, on parle de tous les clubs européens, bien sûr, pas seulement ceux qui concernent les Français. A tout de suite dans l'after. RMC, il est 23h, l'after continue jusqu'à minuit en direct. RMC. Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Moi je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Il y a une levée de bouclier au niveau de l'ECA, de tous les grands clubs européens, qui risquent d'avoir une bulle spéculative et expansionniste d'ailleurs. L'inflation risque d'être terrible, elle l'est d'ailleurs à l'heure actuelle. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con. Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 23h01, les Drôles de l'âme sont là, tout comme Florent Gautreau, Jean-Louis Tour et Daniel Riolo. Julien Laurence nous rejoint depuis l'Angleterre. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Salut Julien. Bon, toi tu vas te gaver de duels franco-anglais, Tottenham et Newcastle pour Paris, Liverpool et Newcastle pour Marseille, City et Tottenham pour Monaco. Voilà, Jean-Louis Tour va pouvoir prendre un abonnement dans l'Eurostar. Et tout à l'extérieur. Non, parce que c'est tout en France. Tout en France. Ouais. Ah, tout en France, ouais, tout en France. Ah, bah, Jean-Louis n'aura pas d'abonnement à l'Eurostar. Donc c'est Julien qui venait déjà, Julien. Donc c'est bon. C'est voilà, bien, comme ça c'est bien, je serai en studio le lundi soir et après c'est magnifique. Il a déjà repéré ses jours et tout. Il est fort. Oui, mais alors attention parce que. Non, parce qu'il ne sait pas. Si les matchs auront lieu le mardi. On ne sait pas encore, ouais, c'est ça. Il arrivera le lundi et peu importe si c'est mardi ou mercredi, il restera, il se débrouillera. Les gars, quand même, Tottenham, bon, on est resté sur la Super Coupe d'Europe où quand même ils nous ont bien déçus sur ce qu'ils ont fait. Ah non, moi j'ai trouvé bien justement. En deuxième mi-temps, ils sont sabordés. Ok, mais t'as vu d'où ils viennent, ils ont fini premier non relégable l'année dernière. Je suis d'accord avec Jean-Louis, je les ai trouvés bien plus forts et plus intéressants que ce qu'on avait vu. Et la preuve, le début de saison est bon. Ils gagnent à City, ils gagnent la première journée aussi. Bon, d'accord. Newcastle, j'allais dire, ça semble aussi un peu en récession. Tu nous dis quoi, Julien? Non, alors pour Tottenham, il y a le point d'interrogation sur Thomas Frank, l'entraîneur. On l'a vu, tu l'as dit, en Super Coupe d'Europe, mais sinon, il n'a jamais entraîné en Ligue des Champions, il n'a jamais entraîné en Coupe d'Europe du tout. Donc pour lui, ce sera un vrai baptême du feu. Pas forcément, on ne sait pas encore quand sera ce match du PSG, mais pour Tottenham, que ce soit même Dortmund ou même un Villarreal ou Francfort et tout ça, pour Thomas Frank, ça va être une vraie découverte. Donc ça va être très intéressant. Ils sont en train d'essayer de se renforcer aussi. Là, pendant les 3 jours qui restent sur le marché des transferts, avec un joueur comme Paqueta, peut-être un joueur comme Akliouche, ce genre de joueurs-là, même Rabiot, qu'ils aiment beaucoup, tous ces joueurs-là sont un petit peu sur leur liste, parce qu'ils savent aussi très bien que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment l'effectif non plus pour jouer et en Ligue des Champions et être bon en Ligue des Champions et en championnat. C'est vrai, ça a bien commencé, Jean-Louis l'a dit. C'est une belle victoire à City, par exemple. C'est un Tottenham beaucoup plus pragmatique ce qu'on a pu voir avant avec Postecoglou, qui lui était bien trop dogmatique et qui faisait un peu n'importe quoi quand même dans ce qu'il voulait, dans sa philosophie à lui. Avec Franck, c'est très différent. Ça peut être très, très solide défensivement, par exemple, comme on l'a vu contre le PSG en seconde période notamment. C'est quand même je suis d'accord, il y avait des bonnes choses contre le PSG, mais c'était aussi une équipe avec 9 défenseurs sur 11 et avec 52 passes en seconde période. Donc c'est à un moment, c'est pas non plus le super beau football, mais ça peut changer. Pour Newcastle, tout dépendra d'Isaac finalement, parce que même si là ils ont signé Voltemade de Stuttgart, qui Polo nous en a beaucoup parlé, c'est un très très bon jeune joueur qui sera sûrement très fort dans les années à venir, mais pour l'instant c'est pas du tout le niveau d'Isaac. Donc si Isaac s'en va et que tu le remplaces par Voltemade, ton équipe elle est quand même bien amoindrie par rapport à ce que l'aurait pu donner avec Isaac. Il vaut vraiment 80 millions ce jeune, Polo?
J'aurais bien aimé prendre un pourcentage du deal, quoi, sérieux, parce que c'est franchement mettre 90 millions sur Voltema 2. Donc Voltema 2, la plupart des gens ont entendu parler de lui il y a 6 mois. Moi, ça fait 5 ans que j'entends parler de lui, parce que chez les espoirs et chez les jeunes même, il explosait tout, et puis il a mis un temps certain pour exploser vraiment. Et quand je vois 85 millions plus 5 millions, alors que Stuttgart ne voulait pas le lâcher au Bayern déjà pour 60 millions, qui me semblait déjà d'une somme complètement folle, je sais pas. Enfin, ce qui est sûr, c'est que cette année, la Première Ligue s'est très très bien servie en Bundesliga, mais j'ai envie de dire merci à la Première Ligue d'assurer la survie de tous les clubs allemands qui vont pouvoir s'acheter une deuxième piscine. D'autant que les piscines c'est des montants qui me semblent complètement fous par rapport comme j'ai déjà expliqué, il y a des piscines magnifiques en Allemagne, mais pas les piscines privées dans ton jardin, les centres aquatiques. La piscine municipale. Voilà, c'est magnifique. Les piscines en Allemagne, c'est du très haut niveau. C'est que du couvert. Ah bah oui, évidemment. Ouais, forcément. Bon, sinon, d'ailleurs, la piscine du Stade Olympique de Berlin est magnifique. Okay. Juste à côté, elle est collée. Je vous la conseille. Tu peux y aller l'été, tu peux aller nager, c'est superbe. Bon, c'est important de le savoir. Ouais, mais je te donne un petit conseil voyage aussi bien que tu iras un week-end à Berlin. Très honnêtement, qu'à Berlin, la première chose que tu fais, tu vas prendre un billet, d'improviser un week-end dès demain matin, rien que pour voir ça. Il y a une très belle piscine olympique. C'est vrai que Daniel a la piscine municipale, c'est un concept que j'arrive pas à envisager. J'y étais ce matin à 8h. Voilà, à la piscine municipale. Moi, la piscine, la folie française des piscines, moi je. La folie française, l'Allemagne, c'est pire que la France. Moi, les gens, de toute façon, qui vont dans les lieux de vacances et qui passent leur temps à la piscine alors qu'il y a la plage à 2 mètres, moi, ça pour moi, c'est. Moi, je te parle de piscine municipale pour faire du sport, pour nager. Je te parle pas. Quand tu es à Paris, t'as pas la mer. Mais tu l'as même pas dans le logiciel, la possibilité d'aller juste nager pour faire du sport. Daniel. À la piscine. Regarde, ce matin. C'est bien un sport. Daniel, ce matin, tu serais venu. Chacun son sport. Je fais pas du badminton non plus. Daniel, est-ce que je t'explique. Pour le corps, c'est très bien. Je t'explique. Est-ce que tu super son sport. Très mieux en meilleure forme avec la natation. Ce qui te manque dans ta prépa, je t'ai vu là aux États-Unis, c'est effectivement. De quoi tu m'as pas vu? Si, je t'ai vu corporellement, je vois tout de suite. Je te vois. Tu soulèves ton t-shirt et je te dis ce qu'il faut faire. Donc il faut que tu nages un peu, effectivement. Tu m'auras accompagné à la piscine municipale ce matin, ça aurait pu. Tu vois, 54 longueurs. Voilà. Tu fais du sport si tu as envie. Non, mais renfort musculaire. Toi, fais du golf si tu as envie. Non, renfort. Il faut que tu renforces. Il faut dire les choses aussi. Dis-lui. Merci Flo, tu m'envoies l'ordonnance. Oui, bien sûr. Et va à la piscine si tu as envie de bousiller la peau avec le chlore, mais j'ai pas envie de faire ça. Va choper des verrues avec tes claquettes moisies là, et tu me laisses tranquille. Je suis bien. Aucune verrue. Et occupe-toi de toi. Merci. Bon, si tu veux un corps de rêve. Les gars, revenons au tirage au sort de la Ligue des Champions. Oui. Concernant les autres clubs, Daniele, on dit quoi? Quelle est un peu la tendance générale en Italie? Parce qu'il y a des clubs qui ne jouent pas contre des clubs français qu'on n'a pas cités. L'Inter, par exemple. Mais l'Inter, elle a pris un peu de belles équipes. Ça dépend aussi quand ils vont jouer, par exemple, à Dortmund et à Amsterdam. Parce qu'une chose, c'est de jouer au mois de septembre. Une autre chose, c'est de jouer à décembre à Dortmund. Après, ils ont Liverpool à la maison, à Milan. Ils ont Madrid à Madrid, Atlético Madrid, bien sûr, à Madrid, et Kairat Almaty, mais ils l'ont à Milan. Il ne doit pas faire les 12 heures de vol comme Real Madrid pour aller jouer. Alors d'ailleurs, le match Almaty-Real Madrid, j'entends déjà Florentino Pérez qui demande 4 journées de Liga, de report, et Real Madrid TV qui fait un scandale. 7500 km quand même entre les deux. Voilà. Oui, par contre, la Juventus, elle a pris Bodo Glimt à l'extérieur, c'est-à-dire aller jouer au nord du pôle arctique. Et sur une pelouse, sur une pelouse synthétique, c'est un peu le cauchemar des équipes italiennes, Bodo Glimt. La Roma avec Mourinho, on a perdu. La Lazio aussi, l'année dernière, ils ont fait une sacrée tragédie à la maison. Donc ça ne va pas être simple, mais c'est Naples qui a pris un peu cher parce qu'ils ont pris Chelsea à la maison, à Naples, et Manchester City à Manchester, Francfort à la maison. Après, il faut aller au Portugal pour Benfica. Et à Naples, Sporting, donc les deux portugaises, PSV Eindhoven dans les Pays-Bas, et Korabag à la maison, et Copenhague à l'extérieur. C'est des matchs que Naples peut jouer, elle peut faire des points, même avec Chelsea, même avec Manchester, mais ça dépend des moments, ça dépend comment ça va dans les championnats, parce que Naples, ils ont un seul but, on va dire un but principal, c'est de regagner les championnats. Ça pourrait être la première équipe depuis le Covid à gagner 2 fois de suite, back-to-back, les championnats en Italie. Et ça, c'est le but d'Antonio Conte, je crois.
L'accent italien, quand tu dis back-to-back, là, moi, ça me régale. C'est back-to-back. Conté, la Coupe d'Europe, un jour, ça va l'intéresser ou pas? Bah lui, ils lui ont posé la question et il a dit en gros qu'il n'a pas fait beaucoup de saisons en Europe. Il a fait que 2 avec l'Inter, 2 avec la Juventus, une avec Chelsea et une avec Tottenham. Et il a dit ça fait chaque fois, quand même. Mais pas trop, oui. Par rapport mais à lui, il a dit carrière. à chaque fois, j'avais une équipe qui n'avait pas d'expérience, je ne peux pas faire des miracles. Et après, par contre, il a fait aussi... Cette manie de toujours se cacher derrière les moyens ou l'équipe. Oui. C'est quand même un mec particulier. Oui, mais après, il a fait une réflexion personnelle. Il a dit, après, mon défaut, c'était de jamais être resté pour construire quelque chose. Ben là, il est resté à Naples, il a construit. Ils ont une équipe profonde. Le marché n'est pas fini. Ils vont se retrouver avec 2 joueurs par rôle. Il a de l'expérience avec De Bruyne. Avec De Bruyne, McTominay, mais aussi les rentrées moins spectaculaires comme Miguel Gutiérrez, qui Edgar il connaît très bien. C'est des bons joueurs. Naples a une belle équipe aussi. Ils ont 2 gardiens, Meret et Milinkovic-Savic. Il a le choix. Il y a Højlund qui apparemment, ils se sont mis d'accord avec Manchester. Venir, lui. Donc, ouais, il va venir, oui, apparemment. Oui. Donc ils vont le libérer de son calvaire. Oui, apparemment. Ben oui, ils vont le libérer de son calvaire, mais après, ils ont d'autres problèmes à Manchester à penser après hier soir avec Greg oui, Manchester United, c'est encore le autre plus chose. beau dans le tirage du Napoli, c'est le retour de De Bruyne à Manchester. Et le retour à City. On a le retour de Trent aussi, lui avec le Real à Liverpool, dans un autre style. Il va peut-être rester à Liverpool. Bah, je sais pas, mais il est parti pas de la même façon que De Bruyne est parti titulaire en tout cas à Madrid. De City. En plus, c'est vrai, mais quoi qu'il arrive, il reviendra. Mais qu'il soit sur le banc ou pas, il reviendra. Mais c'est une autre façon que pour De Bruyne, à qui on va construire une statue à l'Etihad et qui va revenir en empereur napolitain, si tu veux, et ça va être assez spécial. Et puis on aura aussi le Dyer Ico, puisque Eric Dyer avec Tottenham, enfin avec Monaco, va retrouver Tottenham aussi. Donc c'est un peu moins intéressant que les 2 autres. Quoi. Et il y a un Chelsea-Barça aussi, il me semble. Tout à fait. Oui, exactement. Ça rappelle aussi des souvenirs. Cette demi-finale incroyable, Drogba qui pète un câble. Non, à propos de c'est un peu le match compliqué du Barça avec celui du Paris Saint-Germain. À part ces 2 matchs-là, ils ont un tirage très très abordable. On n'a pas parlé du Marseille-Liverpool aussi. Marseille-Liverpool, voilà, ça c'est la grosse affiche de la phase de poule pour l'OM. Qui rappelle effectivement aussi des souvenirs. Valbuena. On parlera après des clubs français. Comme le Marseille-Newcastle aussi, en parlant de Drogba, le 2004. 2004, magnifique. Drogba exceptionnel, à l'aller et au retour. Tout à fait. Si vous voulez, il y a aussi Juventus-Monaco, qui ça rappelle les demi-finales de 2016-2017, et il y a Pogba qui va revoir la Juventus. Et Kylian Mbappé qui retrouve l'AS Monaco également aussi. Alors ça dépend de l'ordre des matchs quand même, parce que Pogba, il faut qu'il... Il y a si c'est le premier match... avec l'escroquerie de la Ligue des Champions 2012 en finale quand même. Quelle escroquerie. Chelsea, ils ont mis 3 bus pendant 90 minutes avec Pogba, il marque. Non, Drogba. Drogba, il marque, pardon. C'est pas une escroquerie, c'est malin, c'est une sale finale pour le Bayern qui a archi dominé le match. Il veut dire que le foot a perdu ce soir-là. C'est à l'allemande, quoi. Mais cette finale, moi, oui, évidemment, le Bayern méritait 1000 fois. Je me souviens très bien l'after et tout. J'étais énervé parce que je suis toujours pour les équipes qui sont plus protagonistes, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être heureux pour Drogba. Bah oui, l'histoire est parce belle. que c'était une récompense pour lui. Et puis même, il y avait les autres de Chelsea. Il y a Lampard, John Terry. Je trouve que ça récompensait toute une génération, tous ces mecs à Chelsea. Bon, certes, ils l'ont gagné d'une façon pas très panache, quoi, mais non, voilà. Donc c'est pas une escroquerie 2008, et la finale perdue au tir au but contre parce qu'en 2008, ils perdent au péno. Les gars, merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons pas de drôle de dame turque pour savoir ce que vaut Galatasaray cette année. Singo a signé Galatasaray. Ils ont recruté lourd. Et il va tomber sur Monaco. C'est quand même fantastique. Voilà. Et on n'a pas non plus de drôle de dame chypriote pour savoir ce que vaut Paphos. Mais c'est vrai que Monaco va à Paphos. Et va à Bodo Glimt aussi. C'est ça qui est dommage. C'est le seul club qui tombe des adversaires abordables du chapeau 4, mais malheureusement c'est à l'extérieur. Je pense quand même que Paphos à l'extérieur, ça va, mais Bodo Glimt, comme on le disait tout à l'heure, pour Monaco, puisque ils ont quand même... Surtout si c'est en janvier et qu'il fait moins 25. Ils ont City, la Juve et Tottenham à domicile, et dans leur déplacement, ils ont le Real, Bruges, pas simple, truc piège, et Bodo Glimt dans la lignée de Paphos, c'est toujours capable de dire en fonction d'une équipe dans quel pays ça se trouve, Gilbert? Paphos, oui, c'est Chypre. J'ai dit. C'est vrai que j'ai pas bien compris non plus. Sud-ouest de la lignée Chypre. de Paphos, parce qu'à chaque fois Gilbert il dit que tu lui donnes le club, il sait dans quel pays c'est. Je dis rien, c'est toi qui me challenge. Ah oui, vas-y, parce qu'il y a un club que Strasbourg peut rencontrer. Mais il a regardé déjà. Et je voulais savoir dans quel pays c'était. Pas trop regardé. Le Amrum Spartan. Ah, c'est Malte.
Ah, il est fort, putain. Les Cups. À Cups, c'est des Finlandais. Ouais, Finlande. Cups. Là, c'est Julien qui t'a sauvé. Là. Tu vois, je vais le challenger pour le faire briller. Merci, Daniel. Capitaine. Attends, je vais le faire à Daniel. Hein. Parce que toi, tu sais. Capitaine de Malte. Capitale. Ouais, bien. C'est bon. Il est présent. Merci les drôles de dames. À très vite. Salut. Je rappelle votre rendez-vous du lundi, bien sûr, de 20h à 22h.